Il y a des débats difficiles à avoir. C'est encore comme ça aujourd'hui. Il faut que ça évolue. La rencontre, la traverse, Barrette. Ça peut pas être pire, là. Voilà ce qu'on appelle le côté sombre de la politique. Minute, là. C'est tout. C'est simple de même. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Emmanuel, de lier le salaire des médecins de famille à leur performance? Ça dépend c'est quoi leur performance, puis ça dépend c'est comment c'est défini. Je veux dire, l'idée de les payer à l'acte, c'était ça, là. Tu travailles plus, tu fais plus d'argent. Puis ça a marché pendant une génération. Oui, mais ils disent, on est tellement bien payé, on n'est pas obligé de travailler plus. Ça, c'est ça. Là, on est obligé Oui, de... mais alors qu'on en engage plus? Il n'y en a pas plus. Ben, je veux dire, tu sais, c'est comme... Mais non, mais c'est pas compris. Moi, si là, je cette gagnais affaire-là, 400 000 là. par année, je travaillerais pas 5 jours par semaine. Voilà. là. Non, mais c'est ça qui s'est passé dans l'histoire. Dans l'histoire. C'est ça. Et, Écoute, et en passant, Richard, c'est tout de ma faute. Puis c'est vrai. Bon. My God. Parce que quand j'ai fait... ce que les gens ne savent pas, c'est que la FMOQ a toujours eu une clause remorque sur les spécialistes. Et ceux qui négociaient le plus raide, c'était la FMSQ. Moi, j'ai fait une négociation qui a comme presque doublé la rémunération des médecins, mais ils l'ont eu aussi. Mais là, ils ont dit, quand t'as de l'argent, on gagne plus d'argent. Ben, quand tu as de l'argent de plus, tu peux choisir... On va voir moins de patients. C'est ça. Tu peux choisir le temps ou tu peux choisir C'est ça. l'argent. Alors, il y en a qui ont choisi le temps. Ben, c'est ça. Mais là, on aurait dû dire, si tu veux cet argent-là, tu es obligé de donner tant de temps, tant d'heures. Puis tout Ben, c'est ça que le gouvernement veut faire. Ben, c'est ça. Bon, maintenant, on va parler de la campagne en soi. Mark Carney confirme que Donald Trump a parlé du Canada comme 51e Quelle État fausse américain. histoire, je le dirais pas comme ça, là, mais... Alors, Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben oui. Il a parlé de ça au téléphone. Puis qu'est-ce qu'il a répondu, Ben, Mark Carney? Mark Carney il a dit regarde, il faut qu'on passe à un autre appel. Maintenant, c'est moi qui vais être premier ministre. Il faut que tu traites le Canada par respect, etc., etc. Je pense que c'est un peu ça. Tu sais, c'est un peu comme... M. Carney n'a pas totalement tort aujourd'hui quand on lui dit... Quand sa réponse de dire écoutez, l'enjeu, c'est comment l'appel a fini. Tu sais? Puis l'enjeu, c'est que l'appel a fini avec une entente entre moi puis le président Trump qu'on va négocier sérieusement de pays à pays après la campagne électorale. Est-ce que le fait que M. Trump, au début de l'appel ou à un moment donné, a voulu revenir à la charge avec 51e État, est-ce que c'est vraiment ça qui définit la qualité de la paix? Tu sais, je veux dire, on est comme rendu dans une psychose, là. On est en train d'imaginer l'impact du ton de quelque chose d'un appel que personne n'a entendu. Moi, je pense qu'en bout de ligne, là, tout ça, ça sert Mark Carney. Parce qu'on vient de passer une autre journée de campagne électorale à parler de Donald Trump, à parler du risque qu'il pose pour l'économie canadienne. Puis ça vient de redonner à Mark Carney la chance d'expliquer que, selon lui, il est le meilleur placé pour négocier face à Trump parce qu'il n'a pas peur de lui, puis il pense que le Canada est capable de se sevrer de sa dépendance aux États-Unis, etc., 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 etc. Alors qu'il garde en vie la alors, présence que l'autre a de dit Donald Trump. 51e État ou pas, moi, ce que je remarque, c'est qu'après cet appel-là, Donald Trump a arrêté de faire une obsession du Canada. Il a arrêté de tweeter sur le Canada. Il a arrêté de traiter notre premier ministre de gouverneur. Puis il le trouvait fin. Puis il le trouvait fin, puis il a émis la seule marque de respect à l'égard du Canada qu'on a vue depuis. Alors, il me semble que c'est ça qui compte, là. Attends. Ben, écoute, moi, là, la conversation, là, pour moi, c'était clair. Puis, non seulement Donald Trump sauve la campagne ou fait la campagne de Mark Carney, mais la durée de la campagne l'aide. Parce que Mark Carney, là, on le voit que c'est pas un politicien d'expérience. Hein? S'il avait fait ces erreurs-là, parce que moi, je considère que l'erreur, c'est pas la conversation, évidemment, c'est pas ça qu'Emmanuel dit, c'est pas ça que je veux dire, c'est que la conversation, elle s'est finie, elle a eu lieu, bon, bang, bang. On lui pose la question, puis il répond pas, il répond à côté. Et là, aujourd'hui, on arrive, puis on apprend que, ouais, ben c'est parce qu'il en a parlé, donc tu nous as peut-être pas dit la vérité pour pas utiliser un mot non parlementaire. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on peut pas dire mentir. Ben oui. Alors là, c'est pas bon pour lui, ça. Fait que ça tombe dans la même catégorie que, bon, ben est-ce que vous étiez chez Brookfield? Oui, mais étiez-vous là quand vous êtes déménagé aux Bermudes? Oui, mais c'est quoi, vous aussi? Ah, mais c'est quoi? Mais est-ce que vous payez des impôts? T'sais, toutes les affaires qui, dans une campagne de 2 mois et plus, auraient été épouvantables pour lui sans Donald Trump, c'est ça, moi, qui est l'affaire. Parce que depuis le début, je dis, s'il ne trébuche pas, il va gagner, mais il pourrait trébucher.
Là, je peux dire en plus, s'il a à trébucher, autant que ce soit la veille de l'élection, comme maintenant, parce qu'à force de trébucher, c'est pas bon pour lui. Là, les gens, pas l'idolâtre, là, mais voient en lui une espèce de modèle. Alors, son armure n'est pas suffisamment égratignée. Mais c'est une petite égratignure, pareil. Une petite. Mais on sait qu'à un moment donné, à force d'égratigner, mais là, il n'y a plus de temps là, pour égratigner. L'égratignure, c'est que ça illustre, je pense, puis à quel point le Parti libéral a instrumentalisé là, l'histoire de la menace de Trump, l'annexion, etc., etc. Mais est-ce qu'à Mais ça a fonctionné, cette part-là. Ça a super bien ça marche encore. fonctionné. Alors là, on connaît la série Beauté désespérée. Là, c'est Conservateurs désespérés parce que... c'est Desperate Housewives. Oui, c'est ça. Guillaume Saint-Pierre, il dit que... Poilievre dit que si les libéraux sont réélus, les Canadiens finiront par chasser pour se nourrir parce qu'ils seront incapables de se payer l'épicerie. Écoute, là, ils sont désespérés. C'est pas qu'ils sont désespérés, c'est qu'ils prennent un rapport qui a vraiment été écrit par le gouvernement. Okay? Mais pas pour ça. Il y a comme une shop là, au conseil privé là, où c'est du monde qui pense OK, on se projette dans 40 ans. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est comme. Puis l'idée, c'est de générer des idées. Là, okay? C'est ce que tu appelles en anglais du pie in the sky. Là, genre, imaginons un monde futur. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Oui, mais ça permet de mettre le doigt. Pierre Poilievre va sûrement les couper. Sur des vulnérabilités. Puis le rapport, il est super intéressant. Il dit qu'il y a un risque réel à la fin de la mobilité sociale au Canada. Les gens peuvent plus miser sur le fait que tu vas à l'école, tu fais ce qu'il faut, tu vas avoir une bonne vie, tu vas être plus riche que tes parents, etc. Puis là, il pousse cette idée-là à l'extrême, OK? Mais là, le problème, c'est que M. Poilievre, il prend ça puis il dit « Il y a un rapport secret qui montre que vous allez finir par devenir des chasseurs-cueilleurs. » Là, c'est... je veux dire, c'est comme... Je comprends là, qu'il ne leur reste que la peur maintenant là, pour essayer de ramener les gens au bercail, mais le pire, c'est que le même argument que M. Poilievre fait, c'est de dire les politiques libérales nous ont menés à un problème dans la mobilité sociale, à une crise du logement. OK? Si on continue comme ça, je veux dire, on va quand même pas devenir des chasseurs-cueilleurs, mais le gouvernement reconnaît lui-même que les choses vont aller moins bien. Tu as utilisé le même rapport, tu as fait le même argument, mais il y en a un qui est sérieux, puis l'autre, tu viens encore de te faire coller sur le dos, de faire des techniques républicano-trumpistes. Et dans la même semaine, je dirais même dans les mêmes 3 jours où tu as ramené les pailles en plastique et ainsi de suite. Le pain tranché, c'est mon préféré. Le pain tranché, oui, aussi, c'est vrai. J'ai l'impression, Gaétan et Emmanuel, j'ai commencé par toi, Gaétan, c'était une campagne qui était vide. Vide, entendu? Vide. C'est la pire campagne à laquelle j'ai assisté dans ma vie. Bon, je suis jeune, évidemment. Là, mais sérieusement, c'est la campagne la plus vide. Il n'y a pas de doute. Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, là, qui suivent ça le moindrement. Là. Hey, tu penses-tu qu'ils se sont rendus, et je les comprends, au cadre financier qui eux-mêmes sont incompréhensibles? Là? Oui. Fait que là, oui, c'est vide. Et non seulement c'est vide, mais quand ils essaient de mettre de la substance, c'est une substance qui non, mais le monde n'avait pas le goût. Là. Je veux dire, c'est vide. C'est pas de la faute des partis politiques si c'était vide. Là. Je m'excuse, mais tu sais, Pierre Poilievre, il a présenté des politiques publiques à tous les jours sur les CELI, sur l'épargne, sur les ressources naturelles, sur le crime, sur les sacs en plastique, sur... Non, mais tu sais, je veux dire, il a présenté des politiques publiques... Il s'est auto-annulé à chaque fois. Ça. À tous les jours. Mark Carney l'a fait quelques fois, mais c'est des trucs qui devraient susciter de monumentaux, tu sais, des gros débats. Donc, on a les campagnes qu'on mérite. Mais c'est comme... À un moment donné, l'électorat a commencé cette campagne-là en se disant « Moi, j'aime Mark Carney. » Puis là, on a fait 3 jours sur Brookfield, puis on a fait 3 jours sur les paradis fiscaux, puis on a fait 3... Il n'y a aucun enjeu qui a collé. C'est comme si il était en téflon, c'est comme si non, mais l'électorat... on avait tellement peur de Trump. Trump a tout monopolisé. Moi, j'ai mis une autre thèse. C'est jusqu'où est-ce que cette campagne-là n'est pas devenue une campagne référendaire, entre guillemets, je sais que tu vas aimer ça, mais sur le thème de c'est qui le meilleur premier ministre. Puis à partir du moment où cette campagne-là illustrait la méfiance de l'électorat envers Pierre Poilievre, ils ont dit, lui... d'une part de l'électorat, c'est quand même à 39 %, là, ce qui est l'équivalent de M. Harper quand il a gagné une majorité. Là. Mais alors, c'est sa base naturelle. Mais c'est comme... Il n'y a rien qui pouvait bouger, là. Alors, c'est ça que ça donne. C'est une campagne un peu surréelle où on a parlé de rien alors qu'elle est supposée être super importante. On va réélire ce gouvernement-là qui, depuis 10 ans,
a creusé une dette, un déficit monumental, a ouvert les vannes de l'immigration, a perdu le contrôle. C'est la même gang. Et ça fait la démonstration qu'on vote d'abord et avant tout pour un chef avant un parti. Ben oui. Hein? C'est ça que ça démontre. Parce que si Mark Carney était ici, il t'entendait, il dirait, ben non, moi, je ne suis pas Justin Trudeau, ce n'est plus le même Parti libéral. Il y avait le Parti libéral T pour Trudeau, maintenant, il y a le Parti libéral C pour Carney. C'est ça. C'est ça dans l'esprit des gens. Oui. Là. Dans l'esprit des gens, il est tellement nouveau, il a tellement un bon aura. Il dépasse son parti. Il dépasse son parti. C'est comme Trump, c'est pas le Parti républicain. Trump, exactement. C'est Trump. Exactement. Donc, c'est quand et je reviens à ce que je dis depuis le début. Pierre Poilievre, il est depuis le début son propre ennemi. C'est juste que le hasard de la vie, là, l'élection de Trump, il a mis en face de lui quelqu'un qui pouvait l'accoter en termes d'image. Fait que là, les gens voient son côté négatif puis ça passe pas. Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain. Bonne soirée.